Vous voulez savoir comment une simple femme de ménage est entrée dans mon bureau pour nettoyer la poussière et a fini par nettoyer l'obscurité que je portais à l'intérieur? Moi non plus. Je n'y croirais pas si quelqu'un me l'avait raconté avant. Mon nom est Ricardo Almeida. J'ai 35 ans. Je suis propriétaire d'une entreprise de technologie qui apparaît dans les magazines, les interviews et les classements. Mais pendant très longtemps, je n'arrivais même pas à apparaître devant moi-même sans ressentir de la honte. 2 ans auparavant, un accident sur une avenue mouillée m'avait arraché le mouvement des jambes et, avec lui, avait emporté la personne arrogante, rapide et invincible que je faisais semblant d'être. Après cela, mon monde s'est réduit à de larges ascenseurs, des couloirs adaptés et des regards étroits. Les médecins disaient que je devais accepter mes limites. Les thérapeutes disaient que je devais élaborer mes pertes. Les psychologues disaient que je devais reconstruire mon identité. Tous utilisaient de beaux mots, chers, bien placés, mais aucun d'eux ne m'atteignait. J'écoutais, j'acquiesçais, je payais la consultation et je retournais dans mon penthouse silencieux, où la vitre reflétait un homme assis dans un fauteuil roulant, entouré de luxe et complètement vide. Ce lundi-là, je suis arrivé plus tôt à l'entreprise parce que dormir était devenu une bataille perdue. Le bureau en haut d'un immeuble de la Berrini était trop froid. La ville se réveillait de l'autre côté des fenêtres. Les voitures se bousculaient sur les avenues. Les gens traversaient les passages piétons. Les vendeurs ouvraient leurs portes. Les vies se déroulaient sans demander la permission. Je regardais ce mouvement comme quelqu'un qui observe une langue qu'il a oublié de parler. Sur la table, il y avait des rapports, des contrats, des projections millionnaires. Rien ne m'intéressait. Je faisais simplement tourner un stylo entre mes doigts, attendant que la journée se termine avant même de commencer. Patricia entra à 8h15, tenant un dossier bleu et portant cette expression prudente que tout le monde adoptait près de moi, comme si le moindre mot de travers pouvait me briser davantage. Monsieur Ricardo donna concession a prévenu qu'elle ne pourra pas venir cette semaine. Elle a une pneumonie, mais sa fille s'est proposée pour assurer le nettoyage jusqu'à ce que nous trouvions quelqu'un d'autre. Je n'ai même pas levé les yeux. Je ne veux pas d'improvisation dans mon bureau. Engagez une équipe externalisée. Elle prit une profonde inspiration. J'ai déjà essayé. Ils ne peuvent venir que jeudi. La jeune femme est en bas. Elle s'appelle Marina. J'ai ri sans humour. Parfait. Maintenant, mon entreprise dépend de faveurs familiales. Patricia resta immobile. Je peux la renvoyer si vous préférez. J'aurais dû dire oui, mais j'étais trop fatigué même pour soutenir ma grossièreté. Faites-la monter et prévenez-la que je n'aime pas les conversations. 15 minutes plus tard, 2 coups fermes résonnèrent à la porte. Avant que je réponde, elle ouvrit doucement, non pas avec peur, mais avec politesse. Marina entra avec un uniforme simple, les cheveux attachés, un sac usé à l'épaule et une boîte de produits dans les mains. Elle ne semblait impressionnée ni par le marbre, ni par la vue, ni par moi. Elle regarda autour d'elle comme quelqu'un qui évalue un travail, pas une richesse. Puis elle me regarda. « Bonjour, monsieur Ricardo. Je vais commencer par l'étagère, puis je passerai à votre table. S'il y a quelque chose que je ne dois pas toucher, vous me le dites. » Cela m'irrita immédiatement, non pas parce que c'était irrespectueux, mais parce qu'il n'y avait aucune pitié. J'étais habitué au regard qui descendait rapidement jusqu'à mes roues et revenait plein de gêne. Marina regarda une fois le fauteuil et ne sembla plus jamais prisonnière de lui. « Vous savez que ce bureau contient des documents confidentiels ?» ai-je demandé avec le ton qui faisait déglutir les directeurs. « Je sais, c'est pour cela que je vais nettoyer sans rien lire. » La réponse vint tranquillement, sans ironie, sans peur, sans flatterie. Je l'ai fixé pendant quelques secondes, cherchant une fissure dans ce calme. Je n'en ai trouvé aucune. Pendant presque 1 heure, Marina travailla en silence. Ce n'était pas le silence tendu des employés qui craignent leur patron. C'était un silence entier, confortable, presque musical. Elle pliait les chiffons, soulevait les objets, nettoyait et remettait tout exactement à la même place. Quand elle eut besoin de passer derrière mon fauteuil, elle ne le toucha pas. Elle dit seulement « Excusez-moi, j'ai attendu qu'elle complète sa phrase par « puis-je vous pousser ?» comme tout le monde le faisait. » Mais elle attendit. Elle attendit simplement que je déplace moi-même mon fauteuil. C'était ridicule à quel point ce geste m'atteignit. Depuis des mois, personne ne m'attendait. Les gens décidaient avant, aidaient avant, concluaient avant, comme si mon corps immobile avait aussi paralysé ma volonté. J'ai déplacé le fauteuil de quelques centimètres.
Marina passa, nettoya la vitre derrière moi et me remercia, comme si cela était absolument normal. À cet instant, pour la première fois depuis très longtemps, je ne me suis pas senti comme une urgence ambulante. Je me suis senti simplement comme quelqu'un qui occupait un espace, qui avait le droit de sortir ou de rester, d'aider ou de ne pas aider, de décider de son propre mouvement. Cela semble peu pour ceux qui n'ont jamais perdu leur autonomie. Pour moi, ce fut comme ouvrir une fenêtre à l'intérieur de la poitrine. Quand elle eut terminé, elle plaça un petit chiffon sec à côté de mon clavier. Ce produit laisse des marques s'il touche le métal. Il vaut mieux attendre 2 minutes avant d'appuyer le bras ici. J'ai regardé le chiffon, puis elle. Vous donnez toujours des instructions à vos patrons? Seulement quand mes patrons semblent en avoir besoin. La réponse m'aurait fait licencier n'importe quel ancien employé. Mais il y avait tant de simplicité dans cette phrase qu'au lieu de la colère, j'ai eu envie de rire. Je n'ai pas ri. Je ne savais pas encore comment faire cela. Marina ramassa ses produits et marcha jusqu'à la porte. Je reviens demain, si Donna Conceição est encore malade. Je ne promets pas d'être sympathique, ai-je averti. Elle tint la poignée et me regarda avec une sérénité dérangeante. Très bien. Moi non plus. Je ne promets pas d'avoir peur. Puis elle sortit. Je suis resté seul dans le bureau propre, respirant une légère odeur de lavande. La table brillait, les livres étaient alignés. Le stylo reposait exactement là où je l'avais laissé. Rien d'extraordinaire ne s'était produit, et pourtant quelque chose semblait ne plus être à sa place. Peut-être que c'était moi. Peut-être qu'après 2 ans à être traité comme une tragédie, j'avais trouvé étrange d'être traité comme un homme. Le lendemain, Marina revint à 9 heures précises. J'avais préparé ma défense émotionnelle. Je serais froid, objectif, distant. Je ne laisserai pas cette naturalité envahir ma routine. Quand elle entra, j'indiquai la pièce annexe. La bibliothèque doit aussi être nettoyée. Elle est en désordre. Elle acquiesça et s'y rendit. J'attendis le choc. La bibliothèque était mon quartier général de guerre. Des livres au sol, des papiers froissés, une lampe cassée, des marques sur le mur où j'avais lancé des objets pendant des nuits de colère. Marina resta immobile quelques secondes. Puis elle demanda « Vous préférez les livres par thème ou par auteur ?» J'ai presque été incapable de répondre. N'importe quelle autre personne aurait demandé si j'allais bien, ce qui s'était passé, s'il fallait appeler quelqu'un. Marina demanda seulement l'ordre. « Par auteur » ai-je murmuré. Elle commença. Elle ramassa les papiers sans les lire, sépara les livres avec soin, plaça les photos détachées sur la table au lieu de les jeter. Quand elle trouva une ancienne médaille de natation tombée derrière le fauteuil, elle essuya la poussière avec son pouce et la laissa devant moi. Elle ne dit rien. Ce silence respectueux fit plus mal que des questions, parce qu'elle semblait comprendre que certains souvenirs n'ont pas besoin d'être expliqués pour être traités avec délicatesse. Avant de partir, elle plaça le fauteuil tourné vers la fenêtre et me demanda si je le préférais ainsi. J'ai dit oui, même si ma voix vacillait. Elle ajusta simplement le coussin et continua, comme si rendre de la beauté à mon espace faisait naturellement partie du travail. Ce jour-là, quelque chose de petit recommença à respirer. Le 3e jour, Marina apporta une plante dans un pot. Elle la plaça dans un coin de la bibliothèque, près de la lumière, et dit que c'était une sansevieria. Ma mère dit qu'une maison sans plante ressemble à une salle d'attente, expliqua-t-elle. J'aurais dû protester. Le bureau était à moi, la décoration était à moi, l'autorisation était à moi. Mais il y avait quelque chose dans ce simple pot qui défiait la froideur des meubles chers. Ça ne va pas avec l'ambiance, ai-je murmuré. Alors peut-être que c'est l'ambiance qui doit apprendre à aller avec la vie, répondit-elle. La phrase resta avec moi. L'après-midi, pendant une réunion avec Fernando Marques et d'autres directeurs, je remarquai que personne ne me regardait dans les yeux. Ils me parlaient, mais ils conversaient avec mon fauteuil. Ils évitaient de me contredire, adoucissaient les problèmes, transformaient les décisions difficiles en suggestions délicates. Avant l'accident, ils avaient peur de mon tempérament. Après, ils avaient commencé à avoir pitié de ma fragilité. Ni l'une ni l'autre de ces choses n'était du respect. Quand la réunion se termina, Marina entra pour ramasser les tasses. Fernando tenta de plaisanter. « Attention, jeune fille, notre chef devient exigeant. » Elle le regarda puis me regarda. Être exigeant n'est pas un problème. Le plus difficile, ce sont les gens qui font semblant d'être d'accord et se plaignent dans le couloir. Fernando devint rouge. Dans les jours qui suivirent,
Je commençais à attendre son arrivée. Je détestais l'admettre. Je me disais que c'était à cause de sa compétence, de son organisation, de l'odeur de lavande, de la tranquillité qui restait dans l'air après son départ. Mensonge. J'attendais Marina parce qu'elle semblait voir une version de moi que j'avais moi-même enterrée. Quand je grognais, elle ne s'effrayait pas. Quand je restais silencieux, elle ne remplissait pas le silence avec des phrases motivantes. Quand je laissais tomber un stylo, elle ne courait pas pour le ramasser avant moi. Elle attendait simplement, comme quelqu'un qui avait confiance dans le fait que je pouvais faire ce qui était à ma portée. Un matin, après une mauvaise nuit, je fis tomber un dossier entier par terre. Les feuilles se dispersèrent sur le marbre. Ma première réaction fut la colère, prête à transformer du papier tombé en preuve de défaite. Marina nettoyait l'étagère. Elle regarda les feuilles, puis moi. « Voulez-vous que je tienne le fauteuil pendant que vous attrapez les premières ?» La question fut si simple qu'elle me désarma. Elle ne proposa pas de faire à ma place. Elle proposa un soutien pour que je le fasse. J'inclinai le corps, pris une feuille, puis une autre. Je mis du temps, je transpirais, je retins mon souffle, mais j'y arrivais. Quand j'eus terminé, Marina sourit. « Vous voyez, il y a encore des choses qui reviennent à leur place avec de la patience. » Ce fut ce jour-là que nous parlâmes vraiment pour la première fois. Je lui demandai des nouvelles de sa mère. Marina raconta que Donna Conceição travaillait depuis qu'elle était petite, qu'elle avait élevé presque seule 4 enfants et qu'elle leur avait appris à ne pas confondre pauvreté et manque de valeur. Elle parla de ses frères, de la faculté de pédagogie le soir, du rêve d'ouvrir une école communautaire à Cidade Tiradentes. J'écoutais plus que je ne parlais. Il y avait dans sa voix une fermeté sans amertume, comme si la vie avait été dure, mais n'avait pas réussi à la rendre petite. Quand elle me demanda si je nageais, parce qu'elle avait vu la médaille, je sentis ma poitrine se fermer. « Je nageais, répondis-je, avant. » Elle ne demanda pas de détails. Elle dit seulement « Alors vous savez que personne ne traverse une piscine en se battant contre l'eau. Il faut apprendre le rythme. » Je passais le reste de la journée à y penser. Le soir, je demandai au kinésithérapeute de réinclure des exercices dans la piscine adaptée. Il fut surpris, mais je coupai court à toute célébration. « Je veux seulement essayer, dis-je. En vérité, je voulais prouver qu'il existait encore un mouvement possible. » Le lendemain matin, Marina remarqua mes bras douloureux. « Vous avez fait de l'exercice ?» demanda-t-elle. « Oui. » Elle acquiesça, satisfaite, sans transformer cela en événement. « Bien. La douleur du recommencement est différente de la douleur de l'abandon. 2 semaines plus tard, toute l'entreprise remarquait que quelque chose avait changé. Je participais davantage aux réunions, je répondais avec fermeté, je demandais des rapports complets, je refusais la pitié déguisée en prudence. Je riais aussi parfois. Pour certains, cela devint de la curiosité. Pour d'autres, une menace. Patricia fut la première à m'alerter. « Monsieur Ricardo, on commande votre proximité avec Marina. » Proximité? Elle hésita. « Ils disent qu'elle reste trop longtemps dans votre bureau, que vous avez changé depuis son arrivée. » Je regardai la porte fermée de la bibliothèque et sentis une irritation froide. Échanger est devenu un crime. Non, monsieur, mais les gens interprètent. Cet après-midi-là, Fernando entra sans être appelé. Il apporta des chiffres, des graphiques et un conseil enveloppé dans une fausse inquiétude. « Ricardo, tu dois protéger ton image. Une relation ambiguë avec une femme de ménage temporaire peut devenir un problème. » Je sentis mon sang chauffer. Ambigu pour qui? Pour ceux qui ne comprennent pas le respect? Il soupira. « Tu es vulnérable. Elle peut être une excellente personne, mais les différences sociales, la dépendance financière, ta condition, tout cela complique les choses. » Ce mot tomba comme une pierre. Fernando parlait comme si Marina était un risque et comme si j'étais incapable de choisir. Je lui demandai de sortir, mais la graine du doute entra. Quand Marina arriva, je remarquai que j'étais raide. Elle le remarqua aussi. « Il s'est passé quelque chose, dit-elle. »« Il ne s'est rien passé. » Ricardo, c'était la première fois qu'elle utilisait mon prénom sans monsieur. Cela me toucha et m'effraya. « Ils parlent de nous, répondis-je. Ils disent que tu pourrais profiter de moi, que je pourrais confondre attention et sentiment. » Marina resta silencieuse. Puis, elle inspira profondément. « Et toi, tu penses ça ?» J'ai voulu dire non immédiatement. Mais mon hésitation répondit avant moi. Je vis son visage changer, non pas de colère, mais de tristesse. « J'ai compris, dit-elle.
J'essayais d'expliquer, je parlais de pression, d'entreprise, d'actionnaire, de réputation. Plus je parlais, plus je me sentais petit. Marina écouta tout en silence. Quand j'eus terminé, elle prit son sac. Ma mère dit toujours qu'un amour qui doit se cacher pour ne pas devenir une honte n'est pas encore prêt à tenir debout. Je touchai les roues de mon fauteuil, blessé par cette phrase. Elle le remarqua. « Je ne parle pas de tes jambes, Ricardo. Je parle de ton courage. » Puis elle sortit. Il y eut 3 jours sans Marina. 3 jours pendant lesquels le bureau redevint seulement un bureau. L'équipe externalisée nettoya tout avec efficacité, mais laissa un vide qu'aucun produit ne pouvait enlever. La plante commença à se faner parce que j'avais oublié l'eau. Le vendredi, Carla apparut sans prévenir. Elle entra, ferma la porte et dit que je ressemblais à un mort bien habillé. Je ne répondis pas. Elle regarda la plante sèche, la bibliothèque silencieuse, mon visage fatigué. C'est à cause d'elle, n'est-ce pas? J'essayais de nier. Carla rit. Tu fuis toujours quand quelqu'un s'approche de l'endroit où tu gardes ta peur. Je lui racontai tout. Marina, les commentaires, Fernando, mon doute. Carla écouta sans interrompre. Puis elle dit « Le fauteuil ne t'a pas retiré la capacité d'aimer, Ricardo. Il t'a seulement donné une excuse élégante pour ne pas prendre de risques. Cela fit mal parce que c'était vrai. » Elle continua « Si cette femme te voit entier, regarde-la sans le filtre de l'opinion des autres. » Je passai la nuit éveillé, mais pour la première fois, l'insomnie n'était pas du désespoir. C'était une décision qui naissait. Le samedi, je suis allé à Ciudad Tiradentes. J'ai trouvé Marina dans une petite place, assise sur un banc, avec des livres sur les genoux. Elle ne sembla pas surprise. Je m'arrêtai devant elle, le cœur battant comme si j'étais un garçon. Je suis venu te demander pardon, d'avoir douté de toi et de moi. Marina ferma le livre. Et maintenant? Maintenant, je veux arrêter de cacher ce que je ressens. Je ne peux pas promettre que le monde sera gentil. Je promets que je ne laisserai pas le monde décider pour nous. Elle me regarda longtemps. J'ai peur, dit-elle. Moi aussi. Alors peut-être qu'on apprendra ensemble. Des mois plus tard, Marina entra dans mon bureau non plus comme une visiteuse incertaine, mais comme ma partenaire. La nouvelle Sansevière brillait à la fenêtre. Fernando apprit à la respecter. Patricia souriait quand elle nous voyait travailler ensemble. Je n'ai jamais remarché, mais j'ai cessé de vivre agenouillé à l'intérieur. Marina termina ses études et nous avons commencé le projet de l'école communautaire. Un soir simple, sur la même place, je lui ai demandé sa main. Elle a accepté en pleurant. J'ai alors compris que l'amour ne répare pas tout, mais qu'il reste à nos côtés pendant que nous nous reconstruisons. Et cela, pour moi, fut un miracle suffisant pour continuer à croire en la vie chaque jour à nouveau.